Pour ne manquer aucune vidéo, abonne-toi et active la petite cloche. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin pour cette vidéo que j'avais prévu de faire depuis longtemps. Il s'agit de la vidéo du mariage slash divorce. De base, c'était vraiment du divorce que je voulais parler, mais comme je vous avais dit, je ne me vois pas parler du divorce sans parler du mariage. Enfin pour moi voilà, ce sont deux sujets totalement liés et je ne peux pas parler de l'un sans parler de l'autre. Alors, vous excuserez ma voix, je suis un peu malade et je parle un peu du nez. Euh, donc on va pouvoir commencer. Je tenais à préciser que dans ce type de vidéo, il s'agit uniquement de mes propres pensées. En aucun cas, ce que je vais dire est une vérité absolue. Je pense que l'humain est en constante évolution et que ce que je dis aujourd'hui, eh bien, il se peut que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je pense totalement différemment. C'est un point qu'il fallait que je précise. J'ai pas la science infuse, j'ai rien du tout, si ce n'est l'expérience qui est la mienne ou l'expérience des personnes autour de moi, tout simplement, de mon environnement et enfin que ce soit des personnes proches, des personnes beaucoup plus loin ou des choses même médiatiques. Je pense que comme ce sont des choses aussi qui sont réelles, et bien voilà sur quoi est-ce que je me base et il ne s'agit en rien d'une vérité absolue, c'est ma vérité d'aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est parti, on va pouvoir commencer à aborder ce sujet si complexe. Je vous avoue que de base, j'avais prévu de commencer cette vidéo en donnant des statistiques. Des statistiques concernant le nombre de divorces et le nombre de mariages qu'il peut y avoir dans une année. Mais après réflexion, je me suis dit que je n'inclurais pas ça dans la vidéo. Pourquoi? Eh bien, pour deux raisons. La première est que je n'ai pas confiance dans les statistiques de manière générale. Et deuxièmement, parce que je pense que tous les mariages ne sont pas forcément recensés. Je m'explique. Les mariages civils, oui, seront recensés probablement dans les statistiques, mais il n'existe pas que des mariages civils. Dans certaines religions, je parle pour la mienne, qui est la religion musulmane, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans les autres, il existe des mariages uniquement religieux, qui ont une valeur pour ceux qui sont sincères dans leurs actes, et qui sont considérés comme des mariages par ces personnes-là. Et pour le coup, ça n'est pas forcément recensé dans les statistiques, voire pas recensé du tout, je pense. Euh, et pourtant, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, et notamment eh bien, dans les choses que je vais traiter, enfin dans le sujet que je vais traiter dans le reste de la vidéo. Voilà pour ce qui est des statistiques. De manière générale, de toute façon, je pense que dans n'importe quel sujet que j'aborderai, je ne tiendrai absolument pas compte des statistiques. Pour la simple et bonne raison, comme je vous l'ai dit, que je n'ai pas confiance. Alors, on va parler de causalité, on va parler de raisons apparentes, on va parler de raisons cachées, internes. Voilà. Alors, je m'explique, je vais plus loin, je vais développer ma pensée. Alors, je n'ai rien écrit, je n'ai rien préparé, c'est simplement une vidéo là, comme ça, avec certaines de mes pensées. Ça va pas forcément être structuré, parce que je ne suis pas forcément quelqu'un de structuré, et que voilà, j'avais envie tout simplement de faire cette vidéo là, comme ça, à cœur ouvert et dans l'instant présent. Alors, en ce qui concerne les divorces, de ce que j'ai pu constater, il existe une multitude de raisons apparentes. Alors, vous allez comprendre par la suite pourquoi est-ce que je parle de raisons apparentes. J'expliquerai tout ça par la suite. Donc, parmi les raisons apparentes, on peut retrouver les tromperies, on peut retrouver l'évolution de chacun, et ça d'ailleurs c'est l'une des raisons les plus fréquentes, je trouve, le fait de ne plus être sur la même longueur d'onde. J'avais fait un sondage d'ailleurs sur Instagram et c'est ce qui en était ressorti. Donc le fait de ne pas être à un moment donné sur la même longueur d'onde,
des problèmes d'addiction de l'un comme de l'autre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme raison multiple? Le manque d'amour à un moment donné, l'amour qui s'essouffle. Voilà, ça peut être aussi un passé pas clôturé qui pensait l'être mais qui finalement ne l'est pas et qui refait surface à un moment donné. Voilà, les raisons des divorces sont vraiment multiples. Ça peut être aussi, et très fréquemment, eh bien, des personnes malhonnêtes qui rentrent dans vos vies, qui ne sont pas sincères et qui se jouent de vous. On a tendance à croire que lorsque je dis ça, je parle uniquement des hommes, mais la réalité c'est que c'est aussi les femmes. On a tendance à faire des généralités, mais je trouve qu'au cours du temps, les généralités changent, évoluent, et que les personnes malfaisantes qu'on a stigmatisées, en tout cas voilà, du sexe masculin, c'est pas forcément le sexe masculin. Voilà, donc les raisons apparentes des divorces sont multiples et variées, même si majoritairement elles se ressemblent. Il y a aussi les désaccords qui semblent être, pour en arriver au divorce, qui généralement sont des désaccords qui ne peuvent pas être réglés. Et donc, ça emmène à la dissolution du mariage. Donc ça, ce sont vraiment les raisons apparentes. Mais je pense, et encore une fois, c'est ma propre pensée, je pense que si on creuse un peu plus profondément, dans les différents cas de divorce qui ont des raisons apparentes différentes, je pense que très souvent, on peut constater qu'il y a un souci dès le début. Alors je m'explique. Je pense que les gens, lorsqu'ils se rencontrent, je dis elles parce qu'il me semble que le mot gens est un mot féminin. Ôtez-moi d'un doute, mais il me semble que le mot gens est un mot féminin. Donc voilà, donc je disais que très souvent le souci vient du départ. C'est-à-dire que les raisons qui amènent des personnes à se mettre ensemble sont parfois de mauvaises raisons, ou bien comment dire, parfois des précipitations. Je pense que pour pouvoir se mettre en couple, et bien évidemment je parle de manière générale, et je spécifie quand même plus le mariage, je pense que pour se mettre en couple, il faut une certaine maturité. On ne peut pas se dire, on ne devrait pas, je pense, et encore une fois, c'est ma propre pensée, on ne devrait pas se dire, ah bah tiens, j'ai envie de passer un bon moment, des bons moments, avancer avec une personne, et puis on verra bien ce que ça donnera. Je pense que les relations de couple sont quelque chose qui n'est pas du tout quelque chose qui doit être pris à la légère. C'est quelque chose qui est profondément important et qu'on a eu beaucoup trop tendance dans cette société à minimiser. Les relations entre un homme et une femme peuvent avoir des conséquences monumentales et dévastatrices. Le fait de se mettre avec une personne, il y a le côté émotionnel. On ne peut pas se permettre de se dire, de s'arrêter simplement sur un physique et un feeling et se dire, oh bah tiens, autant qu'on se mette ensemble, on verra bien ce que ça donnera. Non, parce que deux personnes sont impliquées, deux personnalités sont impliquées, deux individus avec un passif et avec des envies, des besoins, des objectifs qui sont propres à chacun et importants, profondément importants, sont des choses vraiment à prendre en compte et qui ont de la valeur. L'humain aujourd'hui a tendance à minimiser l'autre humain, les besoins et les envies de l'autre humain, passer le temps pour passer le temps. Je vous rappelle que lorsqu'on se met en couple,
il y a d'autres conséquences. Malgré qu'on ait des choses qui permettent d'éviter ce genre de conséquences, comme je parle d'un enfant, bien évidemment, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est pas des choses qui sont déjà garanties à 100%, et que c'est quelque chose qui peut arriver, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Et malgré les choses que vous mettrez en place pour que ça n'arrive pas, ça peut quand même arriver. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Ah bah non, on est trop jeune, c'est pas le moment. Non, en fait. Parce que dès lors qu'on se met en couple, on est censé prendre conscience qu'il y a une physiologie, qu'il y a des choses qui peuvent arriver malgré qu'on ne le veuille pas. Et c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas si simple que ça. Parce que oui, alors admettons que cette chose soit arrivée et que vous ne le souhaitiez pas, il existe encore d'autres alternatives, mais ce sont des alternatives qui peuvent causer du tort à l'un comme à l'autre, et psychologiquement, physiquement aussi d'ailleurs, et généralement voilà, ça, un couple qui débute comme ça ne tient pas. Alors je suis d'accord avec vous, les contraceptions qui existent sont quand même assez fiables, mais je pense qu'on peut retrouver énormément de témoignages de personnes qui, malgré avoir pris des contraceptions, eh bien, sont quand même tombées enceintes. Donc, déjà, je pense que c'est l'un des points principaux à prendre en considération quand vous vous mettez en couple. Vous savez très bien que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, je pense qu'il faut déjà une certaine maturité pour pouvoir se mettre en couple. Il y a également le côté émotionnel, c'est-à-dire que l'intention de l'un et l'intention de l'autre est peut-être différente. Si vous vous précipitez dans la mise en couple et que l'un veut simplement passer le temps et que l'autre a des ambitions beaucoup plus importantes, il y a déjà un décalage dès le début. Et ça risque de blesser bien, celui qui était forcément beaucoup plus impliqué que l'autre. Voilà. Donc, je pense que très souvent dans les relations qui mènent à un mariage, eh bien, il y a déjà de base un manque de maturité pour certaines personnes. Il peut y avoir l'autre qui va être plus mature que l'autre moins, c'est pas un problème. Hein. Si l'autre a suffisamment de patience pour aider l'autre en fait dans sa maturité. Mais il y a ce truc de se connaître un minimum, soi-même. C'est quelque chose qui est très important parce que quand on est face à une personne qui, elle, se connaît, ou en tout cas pense se connaître, malgré qu'on soit tous en constante évolution, hein, ça c'est pas un souci, il y a quand même des choses, des fondamentaux qui sont là, qui sont censés être ancrés. Si on ne se connaît pas du tout et que l'autre, oui, à un moment donné dans la relation, il peut se creuser un énorme fossé. Et un fossé qui peut ne pas être rebouché d'une certaine manière et qui créera éventuellement un divorce si les solutions ne sont pas trouvées. Ça, c'est aussi une chose. Une autre chose, c'est que parfois on a tendance à se mentir à soi-même en pensant qu'on veut quelque chose, en pensant qu'on est de telle manière et qu'en fait on ne l'est pas. Je m'explique. Au moment de se décrire, lorsqu'on rencontre une personne, parfois il se peut qu'on décrive une personne qu'on souhaiterait tellement être, mais qu'on n'est pas encore. Et du coup, on vend du rêve à la personne avec qui on va parler. Alors déjà, on n'est pas honnête avec soi-même, parce que je pense que la personne qui fait ça ne fait pas forcément ça d'une mauvaise intention. Je pense que elle-même se ment à elle-même, et par conséquent, elle ment à l'autre. Ce qui signifie que une fois les deux parties mis ensemble, eh bien l'autre qui pensait avoir affaire à telle personne, eh bien se rendra compte assez rapidement qu'il a d'une certaine manière
eu affaire à un usurpateur. Et ça, eh ben, c'est assez compliqué à vivre ensuite dans le quotidien. Parce qu'on pensait se mettre avec une personne qui nous correspondait, en tout cas dans un premier temps, et qui finalement, c'est pas du tout le cas. D'autres raisons aussi qui font que ça peut mal commencer. Encore une fois, c'est des personnes qui se mentent à elles-mêmes, des personnes qui ont eu une relation, par exemple, avec une personne, et cette relation s'est clôturée pour certaines raisons, et qui se lancent dans une autre relation, qui pensent avoir vraiment tiré un trait sur la relation passée, et qui finalement, bah non, ça n'est pas le cas. Je pense que quand on clôture une relation qui a été une relation importante dans notre vie, je pense qu'il faut du temps. Et ce temps n'est pas prédéfini. Je pense que c'est un temps qui est propre à chacun. Je pense qu'il faut quand même du temps. Et ne surtout pas chercher ce qu'on appelle une relation pansement. Parce que vous allez miser et mettre tellement de pression involontaire à la personne qui va venir dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez sûrement essayer de la mettre sur le même pied que la personne qui était là précédemment. Des comparaisons, etc. Bien sûr, selon les raisons qui ont amené la fin de la relation précédente. Que au final, ça n'ira pas. Ça n'ira pas parce que l'autre n'est pas l'autre. Chacun est celui qu'il est et il est inutile et bien de chercher son égal. À ce niveau-là, voilà, c'est plus ou moins perdu d'avance et c'est se mentir à soi-même. Et je pense qu'il est très important, très très important de s'analyser, de s'auto-analyser profondément avant de se lancer dans quelque chose d'autre. Maintenant, ce qui est important aussi dès le début, c'est de savoir ce qu'on veut et de savoir ce qu'on ne veut pas. Et même si on n'est pas sûr de savoir ce qu'on veut, il faut au moins être sûr de ce qu'on ne veut pas. Parce que sinon on laisse venir à nous tout et n'importe quoi. Et je pense aussi qu'on est beaucoup aujourd'hui à avoir besoin d'analyse psychologique. Alors attention, quand je dis ça, faut pas croire parce qu'on est beaucoup aussi à penser que aller voir un psy ça signifie qu'on est fou, qu'on a un problème quelque part. Non, je pense que pour certaines personnes en tout cas, et je pense qu'on est quand même pas mal dans cette situation, on peut avoir eu un passé, une enfance qui n'a pas forcément été stable, un vécu aussi qui a joué sur la personne que l'on est aujourd'hui et qui fait qu'on peut émotionnellement parfois être instable. Et du coup être à la recherche de certaines choses qui au final des choses on ne trouvera pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne trouve pas la personne qui nous comprend à 100%, qui comprend que de par ce que l'autre a vécu, eh bien elle a besoin d'un sentiment de protection supplémentaire, voire peut-être même plus important que d'autres personnes, une sécurité affective importante, très importante, et ça de toute façon c'est tout le monde. Si on se met en couple, c'est bien évidemment pour avoir de l'affection. Sinon, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, quel est l'intérêt? Puisque, honnêtement, une femme est quand même assez capable de subvenir à ses propres besoins. Financièrement, aujourd'hui, c'est totalement possible. La femme n'a plus autant de privations qu'elle en avait il y a plusieurs années en arrière. Alors dans ce cas-là, si c'est pour se mettre en couple avec une personne qui est incapable de donner de l'affection, de son temps aussi d'ailleurs, où est l'intérêt? Aucun. Aucun. Donc, il faut être capable de transmettre ce genre de choses. Et
il est vrai que dans certaines cultures, la femme n'est pas, alors pour les hommes, je ne sais pas, mais la femme n'est pas forcément éduquée eh bien, à transmettre de l'affection. Elle est très souvent éduquée à savoir tenir un foyer, s'occuper des enfants, voilà, mais pour ce qui est de la transmission de l'affection, dans certaines cultures, c'est pas transmis. Et, et on donne très souvent l'impression à une femme que dès lors qu'elle sait faire le ménage, cuisiner et s'occuper des enfants, eh bien, c'est bon, elle est apte au mariage. Or, le mariage, ça n'est pas que ça. Bien loin de là. Et, et donc là, voilà, on part sur un passé, un passif, une éducation qui, qui engendrera des choses futures. Donc la précipitation dans la mise en relation est très souvent problématique parce que vous n'avez pas pris le temps de parler de qui vous êtes mutuellement, vous n'avez pas pris le temps de parler des besoins de chacun, des objectifs de chacun, des peurs de chacun. Voilà, avant de se mettre en couple, il faut discuter. Discuter, mais réellement discuter, s'écouter, s'entendre, vraiment s'entendre. Parce que plusieurs profils ne sont pas faits pour être ensemble. Et à quoi est-ce que ça sert de se mettre ensemble pour se rendre compte plusieurs mois, voire plusieurs années après, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble? Alors, bien évidemment, il n'y a rien qui garantit un mariage à vie. Hein. Chacun a son destin. Chacun a son histoire. Mais il y a quand même des causalités, des choses à faire qui peuvent éviter certains soucis. Et le fait de discuter bien avant de tout ce que je viens de mentionner, c'est quand même assez important. Et pour ça, on va encore plus loin. Il faut que déjà chaque personne prenne le temps de savoir ce qu'elle veut, de savoir ce qu'elle ne veut pas, de savoir ce dont elle a besoin, de savoir ce dont elle n'a pas besoin aussi. On a tous une histoire différente. On a tous une vie, un passé. Et le passé, bien qu'il n'a pas forcément une obligation à être raconté à la personne avec qui on se met, ça c'est sûr, il y a quand même un minimum de choses à dire pour essayer de faire comprendre qui on est. Il y a certaines choses qui sont inutiles à être dites, hein. Le passé de chacun est le passé de chacun. Si on n'a pas envie de le raconter, on n'en est absolument pas obligé. Mais si vous savez que ce passé-là a un impact sur la personne que vous êtes aujourd'hui, et qui a un impact qui aura du coup des conséquences une fois que vous vous mettez en couple, il faut le dire. Il faut le dire et savoir si la personne qui est en face de vous est capable de supporter, de vous aider, de vous élever. Je vais donner un exemple voilà, qui en est un parmi tant d'autres. Ce que je veux dire, c'est que partons du principe qu'une femme a grandi dans une famille pauvre ou modeste, très modeste, qui a vécu voilà, dans l'instabilité émotionnelle pour X ou Y raison, et qu'elle rencontre un homme qui, lui, a eu une enfance très très correcte, de parents très présents, voilà, il n'y a pas eu de conflit au sein de sa famille, au sein de ses parents. Voilà, une enfance, tout ce qu'il y a de plus classique et qui a permis à cette personne-là d'être une personne équilibrée sur tous les points. Je pense que la personne qui a eu une vie très équilibrée a sûrement
besoin de se retrouver avec une personne qui a aussi eu une vie équilibrée. Ou en tout cas, si elle rencontre une personne qui a eu une vie pas forcément équilibrée, qui fait qu'en sorte, qui se passait, fait en sorte aujourd'hui que cette personne n'est pas forcément équilibrée, elle doit savoir en amont les besoins affectifs de cette personne-là. Parce que quelqu'un qui a manqué d'un de ses parents, très souvent c'est connu, ce type de personne-là va rechercher une chose qu'une autre personne n'aurait pas forcément besoin. Et comment est-ce que cette personne-là peut vous donner la chose dont vous avez besoin si elle l'ignore? Et plus encore, si ça se trouve, cette personne-là ne saurait même pas vous donner, n'en a pas la capacité, c'est peut-être une charge trop grande sur ses épaules que de vous donner cette chose-là. Et s'en rendre compte une fois que le mariage est conclu, c'est dommage. C'est dommage parce que il y a un fossé qui se creuse encore une fois dès le début et ça cause très souvent des divorces quand on n'arrive pas à trouver de solution. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc voilà, c'était vraiment insister sur le avant. Le avant de se marier. Prenez le temps de vous connaître vous-même et de comprendre les besoins de l'autre, les envies, les motivations, les objectifs. Ne vous mettez pas ensemble pour de mauvaises raisons. Que ça soit pour fuir un environnement, que ça soit pour avoir de la compagnie, que ça soit, je sais pas, quelles autres raisons pourraient pousser des personnes à se mettre ensemble? Pour combler un manque aussi? Surtout pas. Surtout pas. Le couple est un sujet tellement important parce que il unit deux personnes, il fait en sorte que deux personnes s'élèvent, mais à contrario, il peut aussi détruire. Et encore une fois, je repars sur ce que je disais au tout début de la vidéo. Quand on se met en couple, on sait qu'il risque d'y avoir quelque chose, un enfant. Et si les bases de votre couple n'est pas solide et que l'enfant arrive, qu'est-ce que ça va donner par la suite? Si les raisons de base ne sont pas de bonnes raisons et que l'enfant arrive, quelle éducation il va avoir? Alors vous allez sûrement donner le meilleur de vous-même, mais il y aura sûrement un couac quelque part et l'enfant le ressentira et ça serait triste. Parler du avant, mais il y a aussi et surtout le pendant. Puisque même si toutes les causalités ont été faites, il y a un pendant hyper important. Je disais tout à l'heure que il fallait pas miser sur un coup de tête. Je parlais de se mettre ensemble pour de bonnes raisons. Et les sentiments, ou en tout cas ce qu'on croit être des sentiments dans un tout début de relation, ne sont pas non plus, à mon sens, une bonne raison pour se marier. Parce que, dans un premier temps, de toute manière, il est connu que lorsqu'on ne vit pas avec une personne, on ne saura jamais qui elle est réellement. Au tout début d'une relation, tout le monde le sait, on veut forcément donner le meilleur de nous-mêmes, montrer en tout cas le meilleur de nous-mêmes, sans montrer les défauts. Et de manière générale, de toute façon, sans vivre ensemble, c'est assez compliqué de voir les défauts au quotidien d'une personne. Bien sûr que certaines choses en ressortiront, mais ça sera pas pareil. Et le fait de se lancer dans un mariage uniquement par faux amour, ce qu'on croit peut-être être de l'amour, sans avoir de base solide, de projet solide, sans avoir vraiment discuté, c'est pas forcément
c'est pas forcément une bonne chose. Alors bien évidemment qu'il faut qu'il y ait un feeling dès le début. Bien évidemment que si on décide de s'intéresser à une personne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous attire vis-à-vis de cette personne. Ça peut être, le physique, c'est quand même quelque chose, ça qui je pense est universel. Enfin, c'est hyper important. Celui qui dit le contraire, je pense qu'il se ment à lui-même. Se mettre avec une personne enfin, qui a un cœur énorme, mais qui n'a pas du tout quelque chose au niveau de son physique qui nous attire, je suis pas réellement sûre que ça existe. Je pense que voilà, c'est quand même assez important. Un minimum, hein, je parle bien évidemment d'un minimum. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ces raisons-là qui peuvent attirer une personne. Ça peut être aussi son rang social. Voilà, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous amener à nous intéresser à une personne. Et certaines raisons sont meilleures que d'autres. Pour moi, il n'y a pas plus important que le cœur d'une personne. C'est l'une des raisons, je pense, qui peut maintenir un couple. Parce que le cœur d'une personne ne change pas en cours de route, en temps normal. Il peut très souvent s'améliorer, voire voilà, s'améliorer, mais alors empirer, j'en doute. Après, bien évidemment, il peut encore y avoir des choses en cours de route que la personne vivra et qui peut abîmer ce cœur, mais un bon cœur, ça se sent. Et c'est quelque chose qui reste bien plus que le physique. On le sait très bien, on vieillit tous. Et même si la femme vieillit plus vite que l'homme, on vieillit tous et l'apparence physique, ça reste pas. Donc voilà, il y a vraiment des bases sur lesquelles on ne peut pas tergiverser. Il y a des choses hyper importantes dès le début qui nous amènent à rencontrer une personne. Donc, une fois avoir discuté et profondément discuté, avoir écouté et entendu la personne, si on pense que tout est ok, voilà, le mariage arrive, etc., il y a un pendant à entretenir. À entretenir de différentes manières. Je ne suis pas du tout coach en relation de couple ou quoi que ce soit, bien au contraire, donc je ne me lancerai pas sur ce sujet-là. Par contre, ce qui est important et qui est une qualité primordiale à avoir dans le mariage, c'est la patience. Il y aura forcément des choses qui à un moment donné ne vont pas coller. Mais est-ce que c'est une raison pour divorcer? Est-ce qu'on divorce parce qu'on voit certains défauts chez l'autre? Bah non, on a tous des défauts. Et pourquoi se centrer sur ça? Si vous avez décidé de vous marier avec cette personne-là, c'est bien qu'il y avait des qualités en elle qui vous ont plu. Des choses qui vous ont dit, ah oui, c'est avec cette personne-là que je veux créer quelque chose, fonder quelque chose. Et de base, le mariage, c'est censé être à vie, donc finir le reste de ma vie. Pourquoi s'arrêter sur certains défauts? Alors, je suis d'accord, il y a certains défauts qui sont quand même agaçants, mais c'est la vie et c'est comme ça. Vous avez vous-même des défauts et je pense que vous aimeriez que la personne en face de vous essaye de passer outre. Bien évidemment, il y a certains défauts, on ne peut pas passer outre, il faut en discuter et essayer d'améliorer la chose. Je pense aussi qu'il faut il faut ne pas être personnel. Certaines personnes ont tendance à croire qu'au moment où elles se mettent ensemble, ah bah je suis comme ça changera pas, j'ai toujours été comme ça. Non, pourquoi? Pourquoi ne pas se dire, bah, je vais essayer de travailler sur moi et voir si j'arrive à corriger ça parce que je vois que c'est quelque chose qui te dérange vraiment. Alors on est d'accord, certaines personnes abusent, il y a certains défauts, voilà, c'est pas la peine de s'attarder dessus. Mais il y a certains défauts qui sont vraiment dans la vie de tous les jours très dérangeants. Lorsqu'on se met en couple,
on se met en couple, on est deux, on n'est plus seul, on peut plus se permettre d'avoir la même vie, enfin en tout cas à l'exactitude qu'on avait avant. C'est-à-dire, je sais pas, moi, ne serait-ce que si tu avais l'habitude de manger dehors, bah là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend chez toi, qui aura peut-être préparé un repas, bah prends le temps de lui téléphoner, de lui demander est-ce que tu as préparé quelque chose, ou est-ce que tu veux que moi je te ramène quelque chose, ou on peut pas non plus se permettre de rentrer à pas d'heure, on peut pas, on est à deux, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. On se met pas en couple pour continuer de vivre comme si on était seul. Et Et souvent aussi, c'est l'un des soucis que certains couples rencontrent, le fait de totalement délaisser toute charge, toute responsabilité sur l'autre et amoindrir nos responsabilités à nous. C'est ce qui épuise une personne, pas tout de suite, pas forcément tout de suite, c'est vraiment quelque chose qui nous ronge petit à petit. Le nombre de personnes qui sont en couple mais qui ont ce sentiment d'être seules, je pense que d'ailleurs ça c'est pire que d'être seul, que d'avoir le sentiment d'être seul alors qu'on ne l'est pas, de devoir rendre des comptes à une personne qui ne nous montre que peu d'intérêt ou peu d'intérêt à la famille qu'on a construit. Je pense que ouais, je pense quand même que c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur que d'être seul. Parce qu'au moins, on est seul, on le sait, on est seul. On a de comptes à rendre qu'à nous-mêmes. Et, à celui qui est plus haut, bien évidemment. Mais dans le quotidien, voilà. Tandis que quand on est à deux, mais qu'on a l'impression d'être seul, devoir rendre des comptes à une personne qui ne nous calcule pas ou qui ne s'investit pas, c'est quand même quelque chose, je pense, de particulier à vivre. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et force à ces personnes qui patientent. Et, et j'espère du plus profond de mon cœur que ces personnes auront une meilleure situation par la suite. Et qui réussiront à trouver les bons mots avec la personne avec qui elles sont pour que cette situation s'améliore si c'est quelque chose qui leur pèse. Voilà. Mais je reviens sur ce que je disais aussi, je pense vraiment que l'une des qualités primordiales dans un couple, c'est la patience. La patience et savoir reconnaître les bienfaits qu'on a. Se rendre compte que la personne avec qui on vit, eh ben, malgré qu'elle a ça comme défaut, à côté de ça, waouh quoi. Plutôt que de se dire ou de comparer. Alors la comparaison, c'est la pire chose. La comparaison, je pense que c'est la mort à petit feu d'un couple. Et ça va dans un sens comme dans l'autre. Il y aura forcément quelque chose que vous souhaitez et que vous n'avez pas dans le couple de quelqu'un d'autre. Mais sachez que c'est réciproque. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Tout simplement parce que la personne avec qui vous êtes, c'est pas la même personne que l'autre. Et vous n'êtes pas l'autre non plus en fait. Donc si vraiment il y a des choses qui pèsent, qui sont dures, des choses vraiment que vous aimeriez et qui sont vraiment très importantes pour vous, discutez-en. Mais si après réflexion, c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas primordial, laissez passer. Je sais pas, je vais donner un exemple. Par exemple, vous voyez que le mari de votre ami, ou vous savez plutôt, que le mari de votre ami lui offre des fleurs une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, j'en sais rien, et que votre mari à vous ne vous en offre jamais. Et qu'à force d'entendre votre amie se vanter, plus ou moins, ou en tout cas vous raconter ce qu'elle vit, ça crée en vous une envie que vous n'aviez pas forcément de base. Et là, vous allez commencer à vous dire ouais, mais mon mari pourrait faire un effort. Est-ce que vous regardez les autres choses qu'il fait pour vous? Alors, c'est peut-être pas des choses
hyper romantique comme on pourrait voir dans certains films ou dans certaines séries, mais il y a peut-être d'autres choses. Peut-être qu'il va vous écouter davantage. Peut-être que s'il part faire les courses, il aura une petite attention ou il va vous ramener quelque chose qu'il sait que vous aimez. Et ne minimisez pas ce genre d'attentions, qui sont des attentions importantes et qui prouvent beaucoup de choses. L'écoute d'une personne n'a pas de valeur. N'a pas de... Quand je dis n'a pas de valeur, c'est n'a pas de comparaison. La réelle écoute, le fait qu'une personne, en vous entendant, réussit à capter ce dont vous avez besoin, c'est quand même quelque chose de non matériel, mais d'hyper appréciable. Simplement une attention qui peut paraître anodine, mais cette personne-là le fait sûrement avec l'intention de vous plaire, si c'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel de sa part. Ne vous arrêtez pas sur le matériel, ne vous dites pas bah eux ils partent en vacances tous les 4 matins ou moi je pars jamais. Regardez le bien que vous avez chez vous, il y en a forcément quelque part. Sinon, bah c'est triste. Mais il y a forcément un bien quelque part. Un ou des d'ailleurs. Essayez d'analyser votre vie. Et surtout de ne pas vous comparer. On est vraiment dans une société où on se dit oh bah il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, bon, autant arrêter la relation, on trouvera peut-être mieux ailleurs. Bah non, pourquoi partir du principe qu'il y a forcément mieux ailleurs? Parce que dans ce fameux mieux ailleurs que vous pensez, il y a peut-être du pire dans un autre domaine. Et vous êtes avec une personne, n'oubliez jamais, si vous avez fait les choses convenablement, n'oubliez pas les raisons de votre union. Rappelez-les-vous quand il y a des choses qui ne vont pas. Et méditez sur ça. Ne pensez pas qu'il faut mettre un terme à cette relation parce que voilà, il y a des petites choses qui ne vont pas ou parce que bah voilà, inconsciemment ou consciemment, vous avez comparé avec le couple d'à côté et vous vous dites ah non, bah non, ça va pas, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et bah j'aurais sûrement mieux ailleurs. Ou peut-être même mieux toute seule ou tout seul. C'est vraiment un problème qui est, je pense, aussi bien masculin que féminin aujourd'hui, de se dire que on aura mieux ailleurs. Alors, je ne dis pas que le divorce est un gros mot. Je ne dis pas que le divorce est un mot qui ne devrait pas être prononcé. Je ne dis pas que le divorce est une mauvaise chose, non, parce que parfois, dans certains cas, il est une bouffée d'oxygène, je pense. Et je pense pas qu'il soit bien de rester ensemble pour également de mauvaises raisons, tout comme je ne pense pas qu'il soit bien de se mettre ensemble pour de mauvaises raisons. Il y a aussi le fait de rester ensemble pour de mauvaises raisons, comme notamment les enfants. Je n'ai jamais compris cette théorie en fait de se dire bah, comme on a des enfants, on va faire l'effort d'améliorer. Pourquoi se dire on va faire l'effort d'améliorer notre relation parce qu'on a des enfants? Non, si on veut améliorer notre relation, c'est pour le socle, c'est pour le couple, la base, le pilier de la famille. C'est pas parce qu'on a des enfants. Si l'amour n'est vraiment plus présent du tout, même si je pense que dans un couple, pour ceux qui restent mariés 40 ans, 50 ans, je pense pas que l'amour qu'ils ont en cours de route est le même qu'ils avaient au début ou le même qu'ils auraient à la fin de leur vie. Je pense que c'est quelque chose qui évolue et qui n'est pas forcément quelque chose qui est stagnant. Simplement parce qu'une personne évolue, que ses actions diffèrent, que on peut aimer, on peut un peu moins aimer, on peut... Après c'est ce que je pense, c'est peut-être pas vrai, hein, j'en sais rien. Mais voilà, mais en tout cas,
cette théorie de rester ensemble pour les enfants, c'est un truc que j'ai jamais compris. Parce que je me rappelle plus jeune, j'avais discuté avec une amie qui elle, avait ses deux parents hein, qui étaient toujours ensemble et qui étaient mariés depuis bon nombre d'années. Et qui m'avait dit une fois, alors certes, toi tu as connu une séparation de tes parents très tôt, mais sache que les miens sont ensemble depuis X années, mais qu'ils se détestent. Et, euh, et je me souviens qu'à cette époque-là, cette personne-là n'avait même pas envie de se marier parce qu'elle avait eu un dégoût de la relation de ses parents. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, je ne sais pas ce qu'est devenue sa vie, je ne sais pas du tout si elle s'est finalement mariée ou pas. Mais en tout cas, c'est une conversation que j'ai eue avec elle qui m'est restée en tête pendant très longtemps et que j'ai encore aujourd'hui en mémoire. Pourquoi se faire du mal? Pourquoi rester vivre ensemble alors que non, on n'a plus envie? Je parlais des multiples raisons tout à l'heure qui emmènent à un divorce. Et malgré qu'on soit en 2022, il existe encore des mariages forcés. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, voilà, je sais que c'est quelque chose qui est relaté par une personne en particulier, mais j'ai connu aussi une personne qui a vécu ça. Et ça m'avait un peu étonnée parce que, bah, comme tout le monde, on a certaines idées bien précises en tête et j'avais personnellement tendance à penser que c'était des choses qui n'existaient plus aujourd'hui. Mais si, dans certaines cultures, si. Dans certaines traditions, il existe encore des mariages forcés. Alors, petite explication, petite update pour ceux qui l'ignorent, dans la religion musulmane, le mariage forcé est quelque chose de totalement prohibé. Ce n'est pas du tout quelque chose qui se fait, on ne force aucunement les deux parties, que ce soit l'homme ou la femme, la jeune fille ou le jeune homme, à se marier avec quelqu'un dont ils n'ont pas envie, avec qui ils n'ont pas envie d'être. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, je sais que dans certaines cultures, ça se fait. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je connais un couple de personnes âgées qui se sont mariées, donc qui ont un certain âge, hein, et qui se sont mariées au bled dans les années, je ne sais quoi. J'ai pas les années en tête, mais c'est très vieux. Et aujourd'hui, ça fait X années qu'ils sont mariés. Aujourd'hui, la femme en pâtit énormément, au point où ça joue sur sa santé. Mais dans sa culture, le divorce, c'est même pas envisageable. C'était vraiment deux personnes, ce sont encore aujourd'hui deux personnes qui n'ont rien à voir. Rien à voir. Et je me demande même comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir duré aussi longtemps. Les raisons sont simples, hein, c'est simplement que dans leur culture, le divorce n'existe pas. Voilà. Mais est-ce qu'il y a de l'amour? J'en doute fortement. D'ailleurs, dans certains couples, on ne se pose même pas la question. On est ensemble, on fait notre chemin de vie et l'amour, c'est une question voilà, est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'aime pas, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. et ce sont des personnes, en tout cas pour l'un des deux parties, qui n'est pas heureux du tout, mais qui vit. Et qui n'est pas heureux en couple, mais qui je pense, pense simplement aux bienfaits qu'elle a dans sa vie autour d'elle. Et c'est ce qui fait que cette personne-là est encore sur ses deux jambes. Mais pour ce qui est de la relation de couple, il y a rien. Bon, la luminosité est différente parce que je suis allée ouvrir les volets et commencer à faire sombre. Mais voilà, donc je parlais du pendant, de l'entretien du couple. Ne jetez pas
parce que il y a un truc qui va pas. Ou 2, 3, 4 trucs qui ne vont pas. Voyez si ce genre de choses qui ne vont pas sont des choses qui pèsent sur vous, parce que personne n'est fait pour porter des poids. Donc si vraiment ce sont des choses qui sont pesantes, qui jouent sur votre santé, bien évidemment, je vois pas l'intérêt de maintenir la relation. Après libre à chacun de fonctionner comme il le souhaite. Je précise que je ne pousse personne au divorce, bien au contraire, je pousse vraiment les personnes à patienter. À patienter, sauf dès lors que ça joue sur la santé. Parce que on n'est pas censé se faire du mal, et encore moins laisser une personne nous faire du mal. Je pense que vouloir aider une personne qui elle-même n'a pas envie d'être aidée, c'est se tirer une balle dans le pied. Clairement, si la personne elle-même n'a pas envie de se sauver, venir la sauver n'aura pas... Enfin, s'user à essayer de sauver cette personne-là risque de vous tuer vous-même. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois dans une de mes stories Instagram que l'égoïsme peut parfois être un acte héroïque. Ce que j'entends par là, c'est que à un moment donné, quand une personne pèse beaucoup trop sur vous au point d'avoir de mauvaises pensées, de vouloir, de ne plus en pouvoir, d'avoir toute votre énergie complètement vidée, eh bien, il faut savoir penser maintenant qu'à soi et uniquement à soi. Être égoïste, faire preuve d'égoïsme, peut-être, en tout cas pendant un temps, mais quand on a des responsabilités et qu'on est vidé d'énergie, on peut plus. On peut plus les assumer, c'est pas possible. D'abord, prendre soin de soi pour ensuite pouvoir prendre soin des autres. Et penser à se sauver soi-même, faire preuve d'héroïsme, malgré un acte ponctuel d'égoïsme. La vidéo est longue, mais j'avais pas mal de choses à dire et je pense que malgré ça, j'aurais encore pas tout dit. Je me permets du coup de faire... je ne sais pas qui tombera sur cette vidéo. Elle ne sera peut-être que très peu vue, ou elle ne sera peut-être pas... elle tombera peut-être entre les mains de personnes qui ne se retrouveront pas dans mes propos. Mais à ma petite échelle, si je peux me permettre de donner certains conseils, analysez-vous bien, autant que possible, avant de vous mettre en couple. Essayez de savoir vraiment ce que vous recherchez et surtout ce que vous ne voulez pas. Patientez. Essayez de connaître les choses dont vous vous sentez capable de supporter. Ne comparez pas. Ne vous comparez pas. Ne comparez pas votre couple. Déjà, de manière générale, ne vous comparez pas avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Chacun a sa vie. Chacun a la manière dont il a grandi, la manière dont il a vécu. On est tous différents. Et c'est pas parce qu'on a le même âge qu'une personne que on sera mature au même âge que cette personne-là. Certaines personnes ont une maturité très tardive. C'est comme ça. Il n'y a pas d'âge qui définit la maturité. Il peut y avoir des personnes de 16, 17, 18 ans qui vont être très matures, très très matures. Et à contrario, des adultes d'une quarantaine d'années complètement immatures. Alors, l'immaturité, je trouve que c'est quand même quelque chose de vaste, c'est-à-dire que on peut être mature sur des choses et ne pas l'être sur d'autres. Mais dès lors qu'on se met en couple, il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas se permettre de ne pas être mature. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Une personne égoïste, personnelle, ne peut pas se mettre en couple. Aucun intérêt. Je sais qu'il y a une trend sur
sur TikTok qui est les hommes mariables et pas mariables et les femmes mariables et pas mariables. Ça après, c'est propre à chacun. C'est propre aux ambitions de chacun, aux motivations de chacun. Mais voilà, il y a quand même des choses qui sont des choses de base, je pense, pour tout le monde. Notamment ce fameux côté égoïste. Ce côté de se dire, bah, je suis comme ça, tu me prends comme je suis ou tu me prends pas, bah écoute, ça fallait peut-être me le dire au début en fait. Parce qu'une fois marié, ce genre de phrase n'a pas du tout lieu d'être. Quand on est marié et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne plaît vraiment pas à l'autre en face, bah pourquoi pas essayer de changer en fait. C'est-à-dire que tu pars d'office du principe que tout est bon en toi, t'as pas besoin d'évoluer, c'est bon, c'est ok. Bah non, c'est dommage. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu t'es mis en couple? Voilà, bah écoutez, je vais clôturer cette vidéo. Elle aura peut-être une suite ou pas. En attendant, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si l'envie d'échanger vous vient, ou de me contacter sur Instagram ici. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez grand soin de vous.